Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Donc, voici le sommaire. Reboisement des différentes têtes de sources du fleuve Niger à Farana, exposé à certaines actions néfastes. Ce fleuve est souvent sujet à l'ensablement de cette campagne pour éviter le pire. Également dans ce journal, la reconversion dans l'agriculture d'un groupement de femmes commerçantes à Yekedou. Ces dames se sont essayées à la culture de la pomme de terre et cela a été un franc succès pour elles. Enfin, l'on parlera des préparatifs de la Tabaski au niveau des mosquées qui doivent ouvrir leurs portes aux fidèles musulmans. Ce sera le vendredi 31 juillet, mais attention, le respect des mesures sanitaires sera une option non négociable. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, le fleuve Niger est en danger. Ces différentes têtes de sources sont non seulement moins protégées, mais elles sont surtout exposées à l'ensablement, d'où leur reboisement. Pour éviter le pire, je vous amène à Farana pour vous faire revivre le lancement de la campagne de reboisement suivie par notre reporter Mamad Alpha Baldi. À une dizaine de kilomètres du centre urbain de Farana, la sous-préfecture de Tindo. Elle abrite l'une des principales têtes de source du fleuve Niger. Même si ce bassin fait le plein en saison pluvieuse, ces berges dénudées à travers les actions anthropiques favorisent une baisse rapide et quasi totale de son lit en saison sèche. Pour protéger cette tête de source, le reboisement de 10 hectares le long de ces berges est amorcé. Farana abrite le fleuve Niger, les trois têtes de source du Niger. Mais malheureusement, nous constatons qu'à Farana, il y a l'installation de fours à briques qui dévorent beaucoup la végétation. Donc c'est une pratique que nous déplorons beaucoup. Nous essayons de sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger les berges du Niger, car c'est un fleuve emblématique qui arrose 9 pays de la sous-région. Le couvert végétal nous permettra de conserver le fleuve dans son originalité. Le fleuve est en train de tarir. Si on le voit dans cette situation, ça doit nous interpeller tous. La restauration des têtes de source est l'une des principales priorités de la campagne de reboisement 2020. Avec ses 1161 cours d'eau, dont 14 bassins transfrontaliers, la Guinée compte garantir son statut de principale source hydrique de la sous-région. Protéger ce que nous venons de planter, c'est important. Il ne s'agit pas de planter pour nourrir les feux de brousse. J'avoue que si le millième de ce qui a été planté il y a 10 ans avait été entretenu, le bord du fleuve serait boisé. Après l'opération reboisement, nous sommes dans le district de l'Ayadoula. Sur cette plantation de l'année dernière, la mission verte constate des manquements dans l'entretien du site. Une situation qui compromet la croissance de ces mélinas, Datalium communément appelé Boto, ou Carapa postera, connu sous le nom de Gobi. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le reboisement national 2019, Farana a bénéficié de 87 hectares qui ont été reboisés. Et ce site fait partie de ces sites qui ont été reboisés l'année passée. Avec le manque d'entretien, ces plants risquent de mourir. Parce que s'il n'y a pas d'entretien, les herbes vont diminuer les espèces qui ont été plantées. Et une fois que ces herbes-là diminuent, les mauvaises herbes, nous les appelons comme ça, diminuent ces espèces-là, ils vont disparaître. Après les têtes de source du Niger, le Milo est la prochaine étape de cette campagne de reboisement. Cette question de reboisement est également au cœur des préoccupations des miniers. À la société Bel Air Mining, la réhabilitation progressive des plateaux est en vue. Cette année, ce sont plus de 30 000 plants qui seront mis en terre. Les opérations ont été lancées à Daragbe, dans la préfecture de Bofa. Lancé Koulibaly. L'exploitation minière laisse des impacts sur l'environnement. La nécessité de restaurer le couvert végétal dans les zones déjà exploitées est déterminante pour les compagnies minières.
C'est pour respecter ses engagements envers le gouvernement que Bel Air Mining a initié cette campagne de reboisement. Plus de 30 000 plants seront mis en terre cette année. Pour la réussite de l'opération sur le terrain, le choix a porté sur les essences locales. Sur ce plateau, là où exactement nous sommes, c'est autour de 3,3 hectares à réhabiliter. Juste en face, on a 0,7 hectares. Donc globalement dans cette zone, nous sommes à 4 hectares à réhabiliter cette année. Cette réhabilitation est essentiellement basée sur des essences locales, dans un premier lieu, des essences qui existent dans cette communauté et qui sont développées dans des pépinières communautaires. Et dans un deuxième temps, il y a des espèces qui sont en danger, qui existent toujours dans cette zone, qu'on essaie de mettre en valeur à travers ces pépinières-là pour pouvoir les reboiser. C'est une manière de diminuer la pression sur ces espèces. L'objectif est non seulement de restaurer le couvert végétal, mais aussi protéger les espèces animales menacées de disparition. Une initiative à laquelle adhèrent les communautés. L'importance du reboisement, c'est que ça permet à la collectivité ou aux bénéficiaires, les riverains, de revenir un jour à leur culture, à leur pratique culturelle ancienne. Je voudrais aussi vous dire que la texture et la structure de ce sol sont confortables à ces plantes qui étaient déjà là, et c'est ce que nous sommes en train aussi de faire afin que toutes ces espèces végétales qui vivaient de cette partie puissent encore revenir pour qu'elles puissent s'adapter dans ces conditions édapho-climatiques de ce milieu. Cette campagne de reboisement est une manière pour Bel Air Mining de penser à l'après-exploitation minière. Par ailleurs, l'approche communautaire dans la riposte au Covid-19, l'un des segments planifiés par le gouvernement guinéen et ses partenaires, une série de remises de dons de kits sanitaires est initiée par le PNUD en partenariat avec le ministère de l'administration du territoire. Les préfectures des 7 régions de l'intérieur du pays sont ciblées. Suivez l'étape de Boké avec Mohamed Lamine Camara. En Guinée, le combat contre le Covid-19 est loin d'être terminé. Cependant, l'on constate un relâchement des mesures barrières dans certains endroits. Des consignes comme le port du masque, le lavage des mains avec des solutions hydroalcooliques et la distanciation physique ne sont plus respectées. C'est le cas ici à Boké, malgré la trentaine de cas d'hospitalisation du coronavirus au CTP de la préfecture, les gestes barrières n'y sont quasiment pas observés. Pour renforcer la riposte communautaire, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le ministère de l'administration du territoire apportent leur soutien à l'initiative. Ils offrent un important lot de kits sanitaires aux 5 préfectures de la région de Boké. La riposte contre Ebola a été un succès à travers l'implication des acteurs locaux, l'engagement social et communautaire. Donc ce qui a permis effectivement de brouter un peu Ebola de notre territoire. Et en associant aujourd'hui les acteurs locaux dans cette lutte, en leur dotant de kits et de matériel sanitaire, cela va sans dire que les résultats escomptés seront obtenus et que l'engagement communautaire des citoyennes sera un succès évident pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Ce plan de réponse a pour vocation donc de soutenir les efforts du gouvernement dans le contrôle de cette épidémie et de soutenir les différents ministères, les différentes institutions jusqu'au niveau local afin d'aider les populations à se débarrasser de cette maladie. On s'est rendu compte que mobiliser les communautés, communiquer, leur expliquer la situation, mettre en place des mesures d'hygiène était l'essence même de la riposte contre la Covid-19. Pour cette première étape, le don est composé de seaux avec des tabourets, des cartons de thermoflash, de savon et d'eau de javel. Au nom de tous les préfets, de Koundara, de Gawal, de Boké ici, de Bofa et de Fria, de tous les sous-préfets, de tous les maires des communes urbaines et rurales pour lesquels ce don a été fait, que je vous dis merci et grand merci, monsieur le coordinateur. En plus de cette première action, dans le cadre de la riposte communautaire au Covid-19, l'initiative touchera prochainement les préfectures des 6 autres régions administratives de l'intérieur du pays.
Dans cette riposte au coronavirus, les Guinéens font preuve de créativité. Vous connaissez certainement la fabrique des pompes à eau de l'Abbé. Elle a migré. Cette fabrique fait actuellement dans les pompes multifonctionnelles de lavage des mains. La machine expression du génie créateur guinéen est très appréciée. Elle sera même utilisée dans certains centres d'examen du pays. N'est-ce pas, Falilou Diallo? À quelques jours du début des examens nationaux qui coïncident avec la pandémie du Covid-19, FAPEL Guinée accompagne les acteurs du système éducatif à travers des kits de lavage des mains. C'est le cas du lycée Collège Donka où la présence de cet équipement soulage déjà encadreurs et élèves. Je trouve son œuvre très ingénieuse, c'est très bien et c'est tellement pratique. Je le félicite et je l'encourage. Ce kit représente beaucoup de choses pour nous, surtout à quelques temps des examens. Déjà, le Covid-19 est très présent dans notre ville. Donc, on est très heureux de recevoir ce kit. Et ça sera un grand pas aussi pour les examens, pour les gens qui auront notre école comme centre. Cet appareil a le vent en poupe dans les structures sanitaires et autres officines du pays. Dans cette pharmacie très fréquentée de la haute banlieue de Conakry, il est d'une utilité non des moindres dans le respect des mesures barrières, surtout celles liées au lavage des mains. Pour un départ, nombreux sont ceux qui disaient que c'est difficile, que nous avons trop de principes. Mais au fur et à mesure, ils trouvaient l'importance de la chose, du kit. Donc ils ont tous approuvé, comment dirais-je, ils ont tous aimé le kit qui permet en tout cas de pouvoir diminuer le risque de contagion avec la Covid. L'invention de cette pompe de lavage des mains est le fruit du génie créateur de Maître Aguibou et son équipe. Toute la production s'effectue ici à l'Abbé, un bel exemple d'entrepreneuriat local. Une occasion pour moi de lancer ce système dans toutes les écoles de la Guinée. Il faut rappeler que ce système peut être aussi à plusieurs, jusqu'à 4 à 10 personnes, qu'on peut vraiment varier avec toujours des réservoirs de 1000-2000 litres ou brancher systématiquement sur des réseaux de canalisation à travers la SEG. Depuis le début de cette pandémie, plus de 700 kits de lavage des mains ont été fournis aux institutions et autres services publics et privés du pays. Une manière pour FAPEL Guinée d'accompagner le gouvernement à briser la chaîne de contamination du coronavirus en Guinée. Et puis, le pape François invite l'Église catholique à unir ses efforts pour aider les pays en voie de développement en cette période de pandémie. Pour répondre à cet invite, l'OCPH Caritas Guinée offre un important lot de kits sanitaires et de produits pharmaceutiques au dispensaire Saint-Gabriel de Matoto. Avec un financement de la conférence épiscopale d'Italie estimé à 30 000 €, le geste est élargi au dispensaire des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny de Katako. Mama Issata Kamara. 33 ans après sa création, le dispensaire Saint-Gabriel de Matoto attire toujours du monde. Avec sa maternité développée depuis 2002, ce centre hospitalier à vocation humanitaire facilite l'accès des populations aux soins de qualité et à moindre coût. En tant qu'instrument médical de l'Église catholique, il place les femmes et les enfants au cœur de ses prestations pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Dalanda Baldé est en état de famille. Elle fréquente ce dispensaire depuis des mois pour le suivi de sa grossesse. J'ai une copine qui m'a jugé nécessaire de venir à Saint-Gabriel. Mais depuis que je suis là, il y a au moins 7 mois maintenant, je vois ils font bien les soins ici. Donc, dès que tu viens, on s'occupe de toi. Tu passes à la consultation. Après la consultation, on te donne des produits. Et après, s'il y a la vaccination à suivre, tu suis la vaccination aussi. Pour améliorer les prestations du personnel soignant, l'Église catholique, à travers l'OCPH Caritas Guinée, offre un important lot de produits pharmaceutiques, de kits sanitaires et d'autres équipements au centre. Il s'agit entre autres d'oxymètres de poules, de concentrateurs d'oxygène, de thermomètres infrarouges et d'appareils d'oxygénothérapie. Ils permettront d'améliorer les conditions de prise en charge des patients.
À travers ce don, Saint-Gabriel encore va accroître sa capacité de soins auprès des malades, mais aussi ça va protéger encore davantage le personnel soignant à gérer cette pandémie de Covid-19. On a besoin de ce soutien pour nous aider dans notre mission. On a reçu 300 boîtes de gants. Dans chaque boîte, il y a à peu près une centaine de gants. Vous voyez, c'est un don qui est quand même assez conséquent. On a reçu 2500 litres d'eau de Javel. On a reçu 180 litres de savon. Voilà, donc tout ça, ce sont des dons. Et on a aussi reçu ce qu'on appelle un oxymètre de pouls. C'est un appareil qui nous permet de mesurer si les gens sont en détresse respiratoire. Voilà. La conférence épiscopale d'Italie a déboursé 30 000 € pour l'achat de ces équipements. Deuxième titre de ce journal, de la culture de pommes de terre à Guékédou. Un coup d'essai qui se révèle être un coup de maître. Ce succès est à l'actif du groupement des femmes commerçantes de Guékédou. Et oui, ces dames ont décidé de s'orienter dans l'agriculture pour en faire le levier de leur autonomisation. Bernard Tonguino. Elles décident de se tourner vers la terre pour rentabiliser leur activité collective. Les femmes commerçantes de Guékédou réunies en association s'investissent désormais dans la culture de la pomme de terre. Dans ces champs situés à 7 km du centre-ville, 10 hectares sont mis en valeur. La récolte s'annonce belle pour cette saison, avec une estimation de plusieurs tonnes de pommes de terre. C'est un début et depuis que Guékédou est là, nous n'avons jamais connu la culture de la pomme de terre. C'est la première fois que nous débutons. De ce fait, les HNONC ont nous aider, la communauté internationale comme nationale pour nous aider économiquement, comme financièrement, comme dans l'expérience aussi. Pour exceller dans cette activité, le groupement bénéficie du partage d'expériences auprès de plusieurs spécialistes. Des orientations sont reçues pour mieux rentabiliser la culture de la pomme de terre, une denrée fortement sollicitée sur le marché local. Nous au Fouta, nous avons l'habitude de faire les tranchées dans la culture de la pomme de terre. Je suis venue pour les assister dans ce sens. Nous remercions ceux qui nous ont accompagnés dans cette initiative, notamment Sanassi et Adjamaïmouna. Nous avons débuté cette culture avec l'espoir que ça va nous réussir. Notre groupement compte toutes les couches ethniques de la préfecture. Le groupement des femmes vendeuses de Guékédou entend poursuivre cette culture de la pomme de terre avec l'assurance que ce nouveau choix va désormais mieux contribuer à leur autonomisation. Également dans ce journal, la politique d'aide aux personnes vulnérables trouve du soutien à travers certains hommes de médias. Ils ont constitué un réseau appelé Réseau national des journalistes spécialistes de la protection sociale. Ils ont des objectifs qu'ils comptent bien atteindre. Amadou Touré. La protection des personnes vulnérables étant l'une des priorités du gouvernement et de certaines institutions, des initiatives de renforcement de la chaîne de solidarité se multiplient avec la naissance du réseau national des journalistes spécialistes de la protection sociale. Pour des actions visibles sur le terrain, le réseau décide de créer un partenariat avec certaines structures étatiques. C'est dans ce cadre que les membres rencontrent la direction nationale du Sénat, Service national d'action humanitaire. Nous, on est venus à sa rencontre pour d'abord présenter ce réseau, mais aussi étudier des possibilités de collaboration qui feront que, dans le futur, que nous constituions un relais efficace pour le Sénat en termes de couverture d'activités. Avec la directrice du Sénat, le réseau a passé au peigne fin les objectifs, les activités planifiées et les perspectives des meilleurs partenariats. Avec les représentants de ce réseau, nous avons discuté ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons formaliser notre collaboration. Et d'abord, ils auront besoin de comprendre c'est quoi le Sénat, quels sont les partenaires du Sénat, quels sont les programmes que le Sénat déroule
Et ainsi, eux maintenant, conformément à un plan d'action, ils verront comment ils peuvent s'insérer pour accompagner. Après le Sénat, le réseau doit rencontrer des services des ministères de l'action sociale, des personnes vulnérables et ceux du droit, de l'autonomisation des femmes. La Tabaski ou l'Aïd El-Kébir sera célébrée ce vendredi 31 juillet en Guinée, tout comme dans les autres pays musulmans du monde. L'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et ses partenaires expriment cependant leur inquiétude quant à cette prière collective de la Tabaski. Une réunion a été organisée à Conakry pour adopter une stratégie commune. Des mesures sont annoncées. Mamadi Terna Kamisoko. Exceptionnellement, les prières collectives sont autorisées aux musulmans pendant la fête de Tabaski. Une décision du président de la République assujettie au respect des mesures préventives contre le Covid-19. À Conakry, les instructions présidentielles sont au cœur de cette assise qui réunit partenaires du pays, autorités sanitaires et sécuritaires ainsi que des religieux. Conscient que la célébration de l'Aïd el-Kébir est une occasion de regroupement, ces acteurs travaillent sur la mise en place d'un plan de communication devant amener les fidèles musulmans à respecter les gestes barrières pendant la prière. Nous pensons qu'il y a des mesures barrières qui ont été édictées pour que les mosquées et l'ensemble des lieux de culte soient des lieux modèles où on puisse avoir un dispositif de lavage des mains à l'entrée, mais aussi un mécanisme de distanciation sociale et d'éviter tout rassemblement qui puisse être inutile dans le cadre de la célébration de cette fête. Et nous sommes très contents de l'instruction du président de la République et nous le remercions d'avoir permis la communauté musulmane de Guinée de s'acquitter les obligations de prière collective pour la fête de Tabaski. Mais aussi d'une part nous sommes soucieux aussi de la vie des fidèles musulmans. C'est pourquoi nous l'accueillons cet atelier avec bras ouverts afin que l'ANS puisse nous orienter, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle place stratégique, quelle communication, quelle sensibilisation faut-il adopter afin que les fidèles musulmans respectent ces mesures sanitaires pour sauver leur vie, leur propre vie. Pour éviter que la fête ne soit source de propagation de la maladie, les hommes en uniforme seront mis à contribution dans les zones à haut risque. La protection civile travaille déjà sur un plan de déploiement de ces hommes. Nous allons faire de sorte de déployer nos hommes pour faire respecter les mesures d'hygiène que l'ANSS a mis en place. Comme nous le faisons maintenant dans toutes les régions administratives, les hôpitaux, les frontières et les centres de traitement. Pour la première fois depuis fin mars dernier, les musulmans des zones touchées par le coronavirus vont faire une prière collective. La fête de Tabaski est donc un test grandeur nature quant à la levée prochaine des restrictions visant les mosquées et églises du pays. Au même moment, les préparatifs ont déjà commencé dans certaines mosquées. Elles ont entamé leur toilettage après plusieurs mois de fermeture pour mieux accueillir les fidèles musulmans. Mais attention, coronavirus oblige, le respect des consignes sanitaires est une option non négociable. Fatimatou Diallo. L'accomplissement de la prière de la plus grande fête musulmane sur toute l'étendue du territoire national se prépare avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ainsi que la décision est considérée par les leaders religieux comme le plus beau cadeau du chef de l'État à la communauté musulmane. Au secrétariat général des affaires religieuses, les dispositions sont en train d'être prises pour passer une fête sans risque de propagation du coronavirus. Le lavage des mains reste obligatoire et le port obligatoire des masques. On demande aux fidèles musulmans en venant au lieu de prière de se munir de leurs bavettes, de se laver les mains et de garder cette distanciation sociale pour que, après la fête, que cette pandémie s'aggrave. Les jeunes seront appelés dès la semaine-là et pour aller nettoyer les heures de prière et aussi mettre les nattes le jour de prière et les tentes et les mégaphones pour pouvoir effectuer les prières comme ça se doit. Mais en cas où il y a la pluie, les mosquées aussi, nous les nettoyerons pour attendre le jour de prière, aller faire
les prières. Ici, à la mosquée de Koloma, des kits de lavage des mains sont installés à toutes les entrées et l'intérieur de la mosquée aménagé pour le respect de la distanciation physique. Chacun va rester entre deux tabourets pour non seulement respecter les 1,50 m, mais aussi être dans son coin pour ne pas être en contact avec l'autre, pour ne pas qu'il y ait des risques de contagion entre les fidèles. L'islam d'ailleurs a pris des mesures depuis plus de 14 siècles. Les mêmes mesures qu'on est en train de nous conseiller aujourd'hui étaient déjà prises au temps du prophète et de ses compagnons. Donc ce sont des mesures qui vont en droite ligne avec les principes de l'islam. Et si vous vous rappelez d'ailleurs, le prophète est très éloquent en matière de prévention. Il est allé jusqu'à dire dans un de ses hadiths très connus, al-wiqayatu khayru min al-ilaj. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. L'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski est célébrée cette année pendant que le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Cette journée doit être mise à profit par la Oumma islamique pour se rapprocher davantage de son Créateur et de prier afin de libérer le monde de ce fléau. Un mot de politique dans ce journal. Les jeunes du RPG Arc-en-Ciel sont sur le terrain de la sensibilisation des militants. La première phase de cette activité a concerné la casse de Dixine. Objectif, mobiliser les militants du parti et surtout les inciter à se faire enrôler au compte de l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain. Bakary Bamba Kondé. Ils sont jeunes cadres volontaires du RPG Arc-en-Ciel à se rendre à la casse de Dixine. Ces volontaires du parti présidentiel viennent rencontrer les ferrailleurs. En cause, les sensibiliser et mobiliser par rapport à la révision exceptionnelle des listes électorales entamées par la CENI, mais également les exhorter à sauvegarder la paix et la quiétude sociale dans le but de mieux préparer la présidentielle d'octobre 2020 tout en favorisant le développement socio-économique du pays enclenché par le chef de l'État. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, est un président de paix. Donc nous qui sommes ces militants, nous devons incarner cette vision de paix. Une élection n'est jamais gagnée d'avance et tous ensemble nous pouvons quelque chose pour une victoire écrasante. Ensuite, ils ont offert des parapluies aux couleurs du parti à ses militants. Nous avons une commission déjà en place depuis en 2010 par rapport à la sensibilisation, comment il faut aller aux élections, comment il faut se faire recenser. Nous allons prendre contact avec des hommes volontaires comme ça qui viennent vers la casse pour les éduquer de tout ce qu'ils connaissent en politique et pour pouvoir aider le professeur dans les bonnes idées, dans l'intérêt de ce pays. La casse représente, n'est-ce pas, toutes les entités, toutes les couches, n'est-ce pas, de ce pays. Et mieux, n'est-ce pas, c'est la source, n'est-ce pas, du RPG à Conakry ici. Tout le monde est unanime, n'est-ce pas, que la casse est constituée de militants inconditionnels, n'est-ce pas, du RPG. Les jeunes cadres volontaires du RPG comptent démultiplier leurs actions de sensibilisation et de motivation dans les autres communes de la capitale et à l'intérieur du pays. Assainissement du cimetière de Cameroun, le plus grand cimetière du pays. Une ONG appelée Convergence d'action pour le développement des enfants, de la femme et des personnes vulnérables a décidé de nettoyer cet endroit qui se trouve être la dernière demeure de chacun sur cette terre. Une action citoyenne honorable et salutaire. Reportage à Alphaïsia Gaba. Le cimetière national Cameroun est le plus grand cimetière du pays. Le site est créé en 1945. Ici, 2 à 3 personnes y sont enterrées par jour, selon les administrateurs. Son entretien s'avère donc indispensable, d'où ce coup de balai ce matin dans son enceinte. L'initiative citoyenne est de l'ONG CADEF, une structure dont la mission est d'œuvrer en faveur des personnes nécessiteuses. Notre ONG a initié cet assainissement au grand cimetière national de Cameroun, où se reposent nos illustres disparus. Dans l'histoire de notre pays, nous savons bien que c'est là où se reposent vraiment les gens qui ont marqué l'histoire de notre pays.
Alors il faut venir auprès de ces personnes, compartir auprès d'eux, leur montrer vraiment que nous sommes toujours avec eux. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous pouvons vraiment se glorifier partout où nous sommes. Satisfaits du geste civique, les administrateurs du cimetière Cameroun et les responsables du quartier invitent les citoyens à l'entretien permanent des cimetières nationaux, Cameroun Nongo et le mausolée de Kamayen. Pensons souvent à assainir nos cimetières, la dernière demeure de nos défunts, et portons-les aussi souvent dans nos prières, car comme on le dit, ils étaient comme nous serons comme eux. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.